D'ailleurs, on va aborder cette question des inégalités qu'on a commencé à évoquer déjà ce matin. On a parlé de ralentir, de changer ses habitudes de déplacement, de consommer autrement, de faire davantage soi-même. On parlera là peut-être d'adopter des éco-gestes. Bon, évidemment, toutes ces aspirations, toutes ces incitations vont dans le sens de vie à plus faible impact environnemental, mais on leur oppose souvent un argument pécuniaire qui fait la distinction désormais bien connue et régulièrement employée entre celles et ceux qui seraient avant tout préoccupés par la fin du mois et qui ne pourraient pas dès lors entendre celles et ceux qui pensent plutôt et qui s'inquiètent plutôt de la fin du monde. Bref, on ne va pas pouvoir penser cette transition écologique sans tenir compte des inégalités de revenus, mais on va essayer d'avoir un petit peu plus de finesse dans l'analyse ici et maintenant. Inégalités sociales, bien sûr, mais on va aussi parler des inégalités de genre, puisque selon qu'on est un homme ou une femme, on n'a pas forcément les mêmes facilités, les mêmes contraintes pour opérer des changements. Et puis, il y a bien sûr la question du temps, celui dont on dispose, celui dans lequel on arrive à se projeter, comme vous nous le disiez, Nicolas. Magali Trélohan, merci de nous rejoindre. On a Elvire Bornand qui devrait aussi être avec nous, alors non pas en présentiel comme on dit maintenant, mais en visio. J'espère qu'elle a pu se connecter. Elle est malade et elle s'en excuse, mais j'espère qu'elle pourra intervenir. Ah oui, je vois EB qui se connecte. Je vous présente Magali en attendant. Vous êtes enseignante-chercheuse en marketing à la South Champaign Business School, je le dis à l'anglaise, et fondatrice de 52%. Vous vous intéressez à ces fameuses inégalités de genre dont on va parler et au lien qu'ont ces inégalités avec la transition écologique. Et Elvire Bornand, qui était, je crois, connectée ou pas, qui est sociologue, professeure à l'école de design Nantes-Atlantique et également chercheuse associée au Centre de sociologie de Nantes. Alors, est-ce qu'Elvire Bornand est connectée ? Tout à fait. Oui, je ne sais pas si vous voyez, mais... On ne vous voit pas, on vous entend, c'est un petit peu saccadé par contre, mais j'espère que vous nous entendez bien. Oui, moi je vous entends bien. Alors écoutez, on va essayer comme ça, on verra si c'est trop saccadé. On va donc échanger pendant une petite quarantaine de minutes et puis la parole sera à vous pour vos questions sur ces inégalités. Comment éviter que la transition ne vienne renforcer des inégalités existantes ou même n'en créer de nouvelles. Commençons peut-être par mettre en évidence quelques-unes de ces inégalités liées au temps. Nicolas Fiolaine, vous avez commencé à nous parler de la précarité. C'est aussi un de vos grands sujets d'étude depuis une quinzaine d'années. La précarité économique, la précarité énergétique. Elvire Bornand aussi, vous travaillez sur la question de la précarité énergétique. Alors comment on pourrait caractériser le rapport au temps dans ce genre de situation ? Qu'est-ce que la précarité vient faire au rapport au temps des individus et des groupes ? Je me tourne peut-être vers vous en premier, Nicolas. Oui, alors sans faire de généralisation abusive, mais c'est vrai qu'on a une convergence d'éléments à la fois de recherche qualitative et de recherche quantitative qui rejoignent en fait la définition même de la précarité, de ce qui ne tient pas dans la durée, de la question de l'incertitude, de la question de l'instabilité. Et c'est vrai que dans ces vécus, si tant est qu'on les définisse effectivement comme précaires et que ça corresponde à une définition un peu différente de celle de la pauvreté, par exemple, c'est pas tout à fait la même chose et il faut pouvoir différencier les deux. Mais cette question de la précarité avec l'instabilité des vécus, la déstabilisation des trajectoires, l'insécurité sociale que ça produit par le sous-emploi, l'emploi dit précaire, c'est-à-dire de courte durée, la difficulté à consolider à la fois des rapports sociaux dans le travail parce qu'il y a beaucoup de changements, à la fois des investissements, on va dire, financiers et des pratiques financières qui, elles aussi, peuvent s'inscrire dans la durée. Ça construit une forme de rapport au temps qui est effectivement lui-même très insécurisé. C'est-à-dire un rapport au temps où la projection dans le futur peut générer effectivement de l'anxiété, peut générer de l'inquiétude, génère du doute. Alors c'est tout simplement une expérience quotidienne, une expérience quotidienne de contradiction de la situation par rapport à ce qu'on avait prévu. On avait prévu de manger dehors ou d'acheter quelque chose et puis finalement les finances ne suivent pas. On avait prévu de partir faire quelque chose et puis finalement on est appelé sur une mission intérim, etc. Donc cette espèce de contradiction à la planification qui fait qu'il y a à la fois une perte de confiance dans la capacité à prévoir les choses et une perte de contrôle aussi, de maîtrise sur le temps futur.
Et dans les travaux qu'on a pu mener, c'est vrai qu'on voit que cette dimension du futur a tendance à se refermer, à la fois en termes de distance et en termes de présence dans un certain nombre de décisions, d'arbitrages, qui ont tendance à favoriser le présent ou à favoriser le passé. Il y a parfois des fermetures comme ça sur le passé, avec ce qu'on sait que fait la précarité aussi à la santé mentale. Hein. Enfin, on sait les impacts que ça peut avoir. Donc ça crée des rapports au temps qui sont un peu des rapports au temps, alors on pourrait dire défensifs, hein, mais qui sont adaptatifs parce qu'ils correspondent aux nécessités d'une certaine situation, mais où la présence du futur est moins évidente et où ce dont on parle depuis ce matin, cette question de se projeter, puis de voir venir, puis d'aspiration, etc., fait un peu moins partie du monde quotidien, de la discussion quotidienne, etc., que dans d'autres milieux où cette projection dans le futur est simple et facile. Et ça, on le voit aussi dans des situations où des gens qui pourtant ont des moyens, etc., mais se trouvent soudainement insécurisés ou déstabilisés dans leur trajectoire par une maladie, par un accident, par un drame, etc., où on a ces mêmes phénomènes de fermeture, de fermeture, on va dire, des perspectives temporelles, un peu de clôture ou de déstabilisation. Et c'est pareil au niveau des pays, c'est-à-dire dans le suivi qu'on fait sur un certain nombre de pays, systématiquement à partir des crises économiques qu'ont vécues les différents pays ou des crises politiques, l'année suivante, dans nos études sur la perspective temporelle, on voit se fermer cette disposition à considérer le futur comme une zone dans laquelle on peut se projeter et comme une zone capable de motiver des comportements immédiatement. Donc c'est vrai que les enjeux de durabilité, quand ils sont posés comme étant une fois de plus, c'est des coûts immédiats pour des bénéfices futurs, c'est des sacrifices maintenant pour une certaine vision de l'avenir, peuvent susciter des réactions qui sont des réactions assez fortes dans certains milieux. Ouais. Elvire Bornand, de là où vous êtes, et donc avec votre casquette de sociologue qui travaille notamment sur les situations de précarité, comment vous les percevez, ces inégalités liées au temps ? Est-ce que vous avez peut-être des illustrations à partager avec nous ? Comment elles se manifestent, ces inégalités de temps ? Alors, est-ce que vous m'entendez mieux ? Oui, on vous entend, en tout cas. Oui. Bon. Ce que révèlent les enquêtes et ce que disent beaucoup, notamment les travailleurs sociaux ou les personnes qui travaillent dans les CCAS, c'est pourquoi les gens attendent le dernier moment pour venir. Et c'est, si on prenait un mot qui qualifie le rapport au temps des personnes vulnérables ou précaires auprès desquelles j'enquête, ce serait vraiment l'urgence. Et ce rapport à l'urgence, à l'attente de ce qui, pour un professionnel, peut paraître le dernier moment, par exemple l'attente d'une coupure d'électricité, l'attente de devoir quitter son logement parce qu'on n'a pas quitté, parce on s'est pas acquitté du loyer, ou d'avoir plus rien dans le frigo pour se nourrir. Les enquêtés souvent l'expliquent en disant il y a trop de choses. C'est-à-dire que non seulement ils vivent dans le présent, mais dans un présent qui est très encombré, où ils savent souvent pas par quel bout prendre la situation. Une vie précaire, déséquilibrée ou une vie vulnérable aujourd'hui, c'est avoir un flou dans le présent et dans l'avenir et pas savoir par quel bout prendre les problèmes, et donc se dire qu'on réagira plutôt qu'on agira vis-à-vis des choses. Et c'est pour ça que les professionnels du social voient souvent ces situations, comme ils le disent, quand il est déjà très difficile d'y répondre, parce que les problèmes se sont compliqués, parce que les personnes ont attendu le dernier moment, mais aussi parce que finalement c'est le nez contre le mur, qu'elles ont trouvé aussi le courage de se signaler auprès des services sociaux. Parce que ça reste quelque chose de très difficile aujourd'hui et d'assez stigmatisé dans notre société, de dire qu'on subit les inégalités et qu'on n'arrive pas à y faire face tout seul et qu'on a besoin d'aide. Oui, quelque chose de stigmatisant aussi, sur lequel on reviendra dans cette idée d'un usage finalement irrationnel, qui serait irrationnel du temps. Donc on a parlé de la capacité à se projeter, du vécu, du présent, de la charge aussi que peut représenter le présent. Magali Trélouan, il y a aussi tout simplement l'occupation du temps quotidien qui peut donner lieu à de fortes inégalités. Alors là, si
On pense aux hommes et aux femmes. On le sait très clairement grâce aux données statistiques, par exemple, de l'INSEE. Les journées des femmes ne sont pas les mêmes que les journées des hommes. Alors, je ne sais pas si vous avez les durées en tête. C'est 3h26, c'est ça, de tâches domestiques pour les femmes chaque jour en moyenne? Oui, c'est ce qu'on dit. Alors après, ça dépend ce qu'on prend, si on prend les tâches domestiques, si on inclut les enfants ou pas. Mais voilà, souvent, on est sur ce chiffre de 3h26 dans les enquêtes INSEE. Ce qu'on observe, c'est que ce chiffre, il a diminué au fil du temps. Donc ça semble être plutôt positif. Mais dans le même temps, on observe que le temps que les hommes consacrent aux tâches ménagères n'augmente pas. Donc au final, c'est pas qu'on est en train de... la question de la répartition des tâches domestiques n'est pas résolue. Elle est compensée par le développement de tout ce qui a été électroménager, etc. Les femmes ont cessé de coudre. Enfin, il y a des tâches qui ont évolué, aidées par des choses d'un point de vue environnemental qui ne sont pas forcément positives, comme la fast fashion. Mais du coup, on achète des vêtements, quand c'est un peu hors d'usage, on ne les garde pas, on en rachète d'autres, etc. Donc finalement, c'est des évolutions sociétales comme ça qui font que les femmes consacrent moins de temps, mais elles consacrent toujours plus de temps que les hommes aux tâches ménagères. Du coup, elles ont effectivement une répartition du temps qui est différente. Et aujourd'hui, pour faire le lien avec l'environnement, l'inconvénient, c'est que les solutions qu'on a trouvées, elles sont technologiques, donc les machines à laver, etc. Mais ça a aussi des impacts environnementaux forts. Et je ne sais pas si on en parle maintenant, mais il y a un retour vers le zéro déchet ou des mouvements comme ça, qui sont d'un point de vue environnemental très positifs, puisque effectivement on va refaire des choses soi-même, on va un peu regarder ce que faisaient nos grands-mères finalement, et puis les reprendre pour soi, préparer son pain. Enfin, je pense qu'on a tous vécu ces expériences-là pendant le confinement. Mais finalement, c'est du temps encore. Donc là, c'est des tâches qui sont principalement investies par les femmes. Donc du coup, ça les met aussi dans une tension où il y a cette injonction à faire pour l'environnement, mais si on fait, en tout cas dans les tâches qui se font au domicile, c'est encore une charge de temps et une charge mentale. Oui, c'est là qu'on touche au cœur de notre sujet, c'est-à-dire qu'il y a ces inégalités qu'on évoque, et évidemment on n'est pas exhaustif, mais qui existent déjà. Et il est intéressant d'aller voir comment les incitations, les injonctions, peut-être même à la transition écologique, viennent se superposer, peut-être télescoper, renforcer ces inégalités. Alors, vous le disiez, on a tous et toutes expérimenté, enfin c'est peut-être plutôt toutes d'ailleurs, sur le pain et tout ça. Il se trouve que votre intérêt pour ces questions est né de votre thèse lorsque vous vous êtes rendu compte, un peu à votre grande surprise, que les femmes étaient plus réceptives que les hommes et plus enclines à mettre en pratique des comportements qu'on pourrait dire pro-environnementaux. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer et nous dire surtout quelles incidences ça a dans l'engagement, par exemple, pour des changements de pratiques? En fait, c'est ça. J'ai fait une thèse sur l'adoption de comportements pro-environnementaux sur le littoral. Voilà, c'était mon sujet de thèse. Et comment on peut influencer ça? Donc c'est pour ça qu'il y a le marketing. Comment on fait pour influencer les personnes à adopter des comportements liés à l'environnement sur le littoral? Et en fait, j'ai testé quelque chose qui normalement fonctionne bien. Ce sont les normes sociales que vous devez très bien connaître. Et donc en fait, on dit aux gens ce que fait la majorité des gens. On appelle ça aussi les nudges. Peut-être que vous l'avez entendu sous ce terme-là. Ça a été assez popularisé sous ce terme-là, même si c'est un concept de psychosocial qui existe depuis fort longtemps et bien avant que ce soit popularisé par l'économie comportementale. Donc en fait, c'est simplement d'expliquer aux gens ce que font la majorité des gens dans la même situation, qui normalement fait que les individus suivent et adoptent le comportement. Et donc moi, j'ai tenté ce nudge et je l'ai répété plusieurs fois et je n'avais pas de résultat. Et à un moment, je me suis dit, je vais couper mon échantillon, je vais regarder s'il y a des différences à l'intérieur de mon échantillon. Et donc j'ai fait des découpages simples, l'âge, le sexe, etc. Et je me suis rendu compte que les femmes réagissaient, alors pas à cette norme de ce que font les autres, mais à la norme injonctive, qui est d'expliquer ce qu'on attend des gens. Et là, j'ai observé que les femmes réagissaient très fortement, une fois qu'on avait coupé l'échantillon, très fortement à cette norme injonctive. Donc quand on leur dit qu'on attend d'elles qu'elles adoptent un comportement pro-environnemental, elles obtempèrent plus en fait. Donc du coup, ça m'a quand même un peu déstabilisée, surtout que ma thèse, je voulais en faire des recommandations pour les pouvoirs publics, pour les associations environnementales, etc. Et c'était quand même pas très confortable de leur dire, en gros, faites culpabiliser les femmes et vous allez voir, ça va très bien fonctionner.
Donc voilà, c'est là où des fois on a son éthique personnelle qui vient un peu interférer avec ses recherches et on se demande qu'est-ce que je fais de ce résultat. D'autant plus que, bon, après on le sait que les mécanismes, les comportements qu'on fait adopter sous la culpabilité finalement ne tiennent pas forcément sur le long terme, donc c'est au final pas une bonne technique d'essayer d'influencer les personnes comme ça, parce qu'en fait le comportement va être associé au sentiment de culpabilité, donc sur le coup il va y avoir une obtempération, mais sur le long terme ça ne tiendra pas en fait. Donc voilà, du coup je ne sais plus quelle était votre question. Je vous demandais l'origine de cette différence. Alors, on va écarter tout de suite, mais je pense que personne n'avait en tête une explication biologique essentialiste de type les femmes sont intrinsèquement, naturellement plus portées vers l'environnement. C'est une question, j'imagine, d'éducation, de socialisation. Voilà, en fait, ce qu'on constate c'est que c'est une construction sociale, en fait. C'est très difficile de dissocier. C'est difficile de dissocier le biologique du social. Quand on fait des recherches, si on veut vraiment le dissocier de manière objective, c'est compliqué. Il y a des travaux qui sont faits sur les bébés en se disant qu'un bébé, normalement, n'a pas encore été soumis à du social. Néanmoins, il s'est passé des choses dans le ventre de la mère. Enfin, il se passe quand même des choses. Et d'autant plus que maintenant, on parle de biogénétique. Enfin, on sait que le social influence aussi le biologique. Donc, du coup, c'est un peu compliqué de le dissocier. Néanmoins, ce qu'on observe quand même, c'est que l'éducation des garçons et des filles sont différentes et que les petites filles en particulier sont plus éduquées à se soucier des autres. Donc on va valoriser en fait inconsciemment les comportements des petites filles qui vont être dans le souci de l'autre, et puis on va plus valoriser inconsciemment toujours les comportements plutôt compétitifs de la part des petits garçons. Ce qui fait que, et alors je prends des pincettes, ce sont des tendances générales et ça ne veut pas dire que toutes les petites filles, enfin que toutes les femmes sont soucieuses des autres et que les hommes ne sont pas soucieux des autres, ce sont des tendances globales. Mais néanmoins, ce souci de l'autre est construit socialement et va jusqu'à s'étendre au souci de l'environnement, de la nature. Et ça, on le retrouve bien dans les études qu'on fait là sur des adultes, où on s'intéresse aux valeurs des individus. Donc, on mesure en fait les valeurs biosphériques. Donc ça, c'est le souci de l'environnement, de la nature, les valeurs altruistes et les valeurs égoïstes. Et on observe que les femmes ont des valeurs biosphériques plus fortes et altruistes plus fortes que les hommes. Donc c'est quelque chose qui est ancré du fait de l'éducation. Arrivent nos fameuses politiques publiques, notamment, en tout cas nos actions en faveur de la transition, si elles ne tiennent pas compte de ces réalités, celles que vous décrivez, Nicolas Elvire, pour la précarité et Magali pour les femmes, on peut avoir une sacrée inadéquation entre les actions pensées et puis leur effectivité. Magali, vous avez parlé de zéro déchet, de tous ces produits faits soi-même. C'est aujourd'hui, on commence à voir cette notion de charge mentale écologique qui émerge. Je ne sais pas si vous la mobilisez, vous, mais c'est typiquement le résultat là, de quelque chose qui n'a peut-être pas été pensé. Faites plus par vous-même. Et la question, c'est surtout qui va faire. Et en l'occurrence, vous nous dites, ce sont les femmes. Certaines femmes parlent même de burn-out écologique, je crois. Mais c'est ça, en fait, on arrive sur j'appelle ça la double peine. En fait, les femmes s'occupent plus des tâches ménagères et sont plus soucieuses de l'environnement. Alors, c'est le combo magnifique pour faire de la charge mentale écologique, puisque naturellement, comme c'est elles qui ont la charge en général du foyer, et donc je dis en général dans les couples hétérosexuels en plus, parce que les couples homosexuels sont pas étudiés. Mais en tout cas, dans les couples hétérosexuels, elles ont plus souvent la charge des courses, des repas, du ménage. Donc, c'est elles spontanément qui vont plus penser à aller au rayon bio, à acheter des produits avec moins d'emballage, aller dans un magasin qui fait du vrac, etc. Et puis aussi à peut-être à un moment se dire tiens, finalement mon produit vaisselle ou ma lessive, peut-être effectivement je peux la faire moi-même, c'est pas très compliqué. Et puis voilà, ça s'est installé. Au début, en fait, il y a quelque chose qui s'est installé tout seul, en fait, avec effectivement une injonction à trouver des solutions pour l'environnement. Et puis, quand on regarde les groupes, par exemple Facebook de zéro déchet, dans les échanges, c'est 99% de femmes, quoi. Quand on tombe sur un homme, c'est vraiment l'exception. Elvire Bornand, j'imagine que vous en avez beaucoup en tête, des exemples de ce type d'inadéquation entre des incitations, injonctions à la transition et un décalage complet avec la situation, la réalité des personnes en situation de transition. Est-ce que vous voulez bien nous illustrer quelques-uns de ces télescopages ? Je dirais que
dans les territoires que j'ai étudiés, principalement dans l'ouest de la France, les pouvoirs publics ont centré les messages d'éco-gestes sur les publics vulnérables. Et souvent, ça a été porté par des acteurs sociaux et destiné à leur public. Ce qui fait qu'il y a eu l'idée que ceux qui devaient faire des éco-gestes, ceux qui devaient faire des efforts en matière d'énergie, c'était les plus pauvres et les plus vulnérables. Donc ça a contribué progressivement sur ces territoires à un rejet des éco-gestes. Pour le dire autrement, c'est l'idée des personnes de se dire mais je ne suis pas pauvre parce que je ne sais pas gérer mon argent. Je suis pauvre ou je suis précaire parce que j'en ai pas assez ou de manière pas assez stable et continue pour stabiliser ma trajectoire de vie. Et beaucoup, ça a été cette idée de se dire je ne me sortirai pas de ma situation par les éco-gestes. Oui, parce que c'est pas qu'il y a un... Allez-y. Donc, quand on vous dit attention, par exemple, pensez chez vous à ne pas trop chauffer, il faut qu'il fasse 19 degrés maximum, j'imagine qu'en situation de précarité énergétique, c'est un peu à côté de la plaque. Alors, oui, ça pose plusieurs problèmes. Le premier problème que ça pose, c'est la durée. C'est-à-dire que si vous chauffez à 19 degrés chez vous, mais que vous y arrivez à 17h, à 22h, vous dormez et vous en repartez à 9h du matin, c'est pas la même chose que si vous passez la journée chez vous. Et vous n'allez pas ressentir ces 19 degrés de la même façon. Là, on pourrait répondre, mettez des pulls. Mais se prémunir du froid à l'intérieur de chez soi, ça ajoute aussi à une situation de vulnérabilité. Donc il y a déjà cette question du contexte qui est importante. Et après, il y a la situation du bâti. Des personnes qui ne peuvent pas fournir de caution, qui n'ont pas des revenus stables dans le temps, vont avoir accès à du logement privé, locatif, avec des bailleurs pas très soucieux d'entretenir leur patrimoine. Et du fait, elles vont avoir des factures monstrueuses alors qu'il fait froid chez elles. Et elles vont en arriver, tout en le sachant, à faire tout ce qu'on leur dit de ne pas faire. Et c'est là aussi où les messages des pouvoirs publics peuvent être vécus de manière, j'irais jusqu'à dire douloureuse par les personnes, de se dire j'ai bien compris qu'il ne fallait pas que je bouche l'aération pour ma santé, mais en même temps, aujourd'hui j'ai froid. Demain, je serai peut-être malade, mais aujourd'hui j'ai froid. De la même façon, oui, il ne faut pas que j'achète un chauffage où je mets du liquide dedans en risquant de m'intoxiquer. Oui, je l'ai compris, mais en même temps, ce chauffage, si j'achète des bidons pour me chauffer en supermarché, je sais que je peux payer. Alors que parce que je paye en avance et je mets mon énergie après. Alors que si juste j'ai froid et je mets le chauffage, je vais savoir combien j'ai dépensé uniquement quand je recevrai ma facture et peut-être que je ne pourrai pas la payer. Donc on a vraiment personne qui pense à mal, mais une non-rencontre des objectifs de politique publique et du quotidien de ces personnes en difficulté. Plus si j'ajoute un dernier exemple, c'est aussi l'idée des petits gestes. Les gestes qui m'ont été cités comme ceux qui avaient le plus marqué les personnes enquêtées, marquées en mal, c'était de mettre le couvercle sur l'eau qui bout. Avec cette impression d'infantilisation totale, c'est-à-dire de dire mais je me débat avec des choses hyper compliquées toute la journée. Vraiment, est-ce qu'ils pensent que mon problème, c'est que je ne sais pas qu'il faut mettre un couvercle pour que l'eau bout plus vite? Finalement, c'est plutôt les riches qui laissent l'eau bouillir sans couvercle que les pauvres. Je caricature, mais c'était le type de message que j'entendais. Et ça m'amène à la dernière idée, qui est quand est-ce qu'on embête les riches? Autre chose que j'ai beaucoup entendu dans mes enquêtes, c'est de dire mais quand il y a des messages pour faire des économies, ils ciblent
plutôt les personnes qui n'ont pas d'argent, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, ceux qui détruisent la planète, c'est peut-être plutôt les grandes compagnies ou les personnes qui peuvent avoir plusieurs voitures, plusieurs maisons et laisser le chauffage et la lumière, y compris quand ils ne seront pas là. Donc, et là, c'est quelque chose d'encore plus grave parce que ça ne touche plus aux objectifs de politique publique, mais à une manière de voir la société et la responsabilité de chacun. Oui, parce que ça pose finalement en surplomb